C'est une nuit ordinaire aux urgences du Massachusetts General Hospital. Le docteur Sarah Chen, interne en chirurgie de 2e année, vient de terminer sa 15e heure de garde lorsque les portes automatiques s'ouvrent brutalement. Un homme dans la quarantaine est emmené sur un brancard, inconscient, le thorax ensanglanté. Accident de la route. Traumatisme thoracique majeur. Les moniteurs affichent une tension artérielle qui chute dangereusement. Le chirurgien senior crie des ordres. Sarah doit agir, maintenant. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'elle enfile ses gants stériles. Dans sa tête, un flux vertigineux de connaissances défile à toute vitesse. Anatomie vasculaire, technique de suture artérielle, gestion de l'hémorragie. Elle a appris tout cela il y a des mois. Mais là, sous la lumière crue du bloc opératoire, alors qu'une vie humaine repose littéralement entre ses mains, une seule question compte. Va-t-elle se souvenir ? Cette scène, ou une variante similaire, se joue chaque jour dans des milliers d'hôpitaux à travers le monde. Et elle illustre une vérité fondamentale que nous connaissons tous, quelle que soit notre profession. Apprendre ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir se souvenir au moment crucial, lorsque nos connaissances doivent se transformer en action. Que vous soyez étudiant en médecine, avocat préparant au procès, développeur maîtrisant un nouveau langage de programmation, ou simplement quelqu'un cherchant à apprendre plus efficacement, vous vous êtes probablement déjà posé cette question déchirante : pourquoi est-ce que j'oublie autant de choses que j'ai pourtant passé des heures à étudier ? La réponse pourrait vous surprendre, et elle ne se trouve pas dans de plus longues heures d'études, ni dans des techniques de mémorisation miraculeuses. Non. La clé réside dans une compréhension profonde de la manière dont votre cerveau fonctionne réellement, et dans l'application de principes scientifiques qui ont été validés par des décennies de recherche en neurosciences cognitives. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante d'une expérience révolutionnaire menée en 2006 qui a changé notre compréhension de l'apprentissage. Et surtout, je vais vous dévoiler 3 techniques concrètes, scientifiquement prouvées, qui transformeront radicalement votre façon d'apprendre, de mémoriser et de performer, que ce soit à l'école, au travail ou dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Combien d'heures avez-vous déjà passé à relire vos notes, à surligner frénétiquement vos manuels, à bachoter la veille d'un examen, pour ensuite réaliser quelques semaines plus tard que vous aviez pratiquement tout oublié ? Si vous levez mentalement la main en ce moment, vous n'êtes pas seul. La plupart d'entre nous ont passé des années à utiliser des méthodes d'apprentissage qui ne fonctionnent tout simplement pas. Pas parce que nous manquons d'intelligence ou de motivation, mais parce que personne ne nous a jamais vraiment expliqué comment notre cerveau apprend. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien être l'information la plus précieuse que vous recevrez cette année. Revenons à l'année 2006. Dans les couloirs d'un centre de formation médicale, une équipe de recherche s'apprête à mener une expérience qui va bouleverser nos certitudes sur l'apprentissage. Leur objectif ? Découvrir la méthode d'étude la plus efficace pour former des chirurgiens capables de sauver des vies. Le contexte est crucial. Lorsqu'un interne en médecine apprend à suturer une artère endommagée, il ne s'agit pas simplement d'acquérir une compétence abstraite. Cette technique particulière peut, dans une situation d'urgence, faire la différence entre un patient qui rentre chez lui auprès de sa famille et un patient qui ne se réveille jamais. La pression est immense. L'enjeu vital. Les chercheurs ont donc constitué 2 groupes d'internes en chirurgie. Tous étaient au même niveau de formation, avec des aptitudes comparables, une motivation identique. L'objectif d'apprentissage était clair. Maîtriser une technique précise de suture artérielle, un geste chirurgical complexe qui nécessite coordination, précision et mémorisation d'une séquence d'étapes rigoureuses. Et voici où l'expérience devient vraiment intéressante. Les 2 groupes ont reçu exactement les mêmes ressources pédagogiques, les mêmes vidéos de démonstration, les mêmes manuels, les mêmes instructeurs, le même temps total d'entraînement pratique. Tout était strictement identique. Sauf un détail. Une seule variable minuscule en apparence, mais qui allait produire des résultats spectaculaires. Le premier groupe a suivi ce qu'on pourrait appeler la méthode traditionnelle, celle que la plupart d'entre nous utilisons instinctivement. Ils ont concentré tout leur apprentissage de manière intensive. Cours magistral le matin, démonstration pratique l'après-midi, exercices répétés en continu. Une immersion totale sur une seule journée.
l'approche du tout d'un coup, du marathon éducatif. Le second groupe, en revanche, a adopté une approche radicalement différente. Leur formation a été fragmentée, distribuée, étalée sur 4 semaines complètes. Même contenu total, même durée d'instruction, mais répartie différemment dans le temps. 1 mois plus tard, le moment de vérité est arrivé. Les 2 groupes ont été soumis à un test pratique rigoureux, en conditions réelles. Ils devaient démontrer leur maîtrise de la technique de suture artérielle sur des matels anatomiques réalistes, sous le regard attentif d'évaluateurs expérimentés qui notaient chaque geste, chaque hésitation, chaque erreur. Les résultats ont été stupéfiants. Le groupe qui avait espacé son apprentissage sur 4 semaines a non seulement surpassé l'autre, il l'a complètement dominé. La différence de performance n'était pas marginale. Elle était massive, statistiquement significative, indéniable. Ces internes exécutaient la procédure avec plus de fluidité, moins d'erreurs, une meilleure rétention des détails critiques. Ils semblaient avoir intégré la technique à un niveau plus profond, plus instinctif, comme si leurs mains se souvenaient, comme si leur cerveau avait littéralement restructuré l'information d'une manière plus durable. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui explique une telle différence ? La réponse à cette question nous plonge dans les mécanismes fascinants du cerveau humain, dans l'architecture invisible de la mémoire, dans ces processus neurobiologiques qui se déroulent en ce moment même dans votre tête pendant que vous regardez cette vidéo. Pour comprendre pourquoi certaines méthodes d'apprentissage fonctionnent infiniment mieux que d'autres, nous devons d'abord explorer ce qui se passe réellement dans votre cerveau lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau. Imaginez cette scène. Vous êtes en cours d'anatomie et votre professeur commence à expliquer la structure du cœur humain, les 4 cavités, les valves, le système de circulation. Les informations affluent. Vous prenez des notes frénétiquement. Vous observez les schémas. Vous essayez de tout absorber. Mais que se passe-t-il exactement dans votre cerveau à ce moment précis ? Lorsqu'une nouvelle information entre dans votre système cognitif, elle ne va pas directement dans une sorte de bibliothèque mentale permanente. Non. Le processus est beaucoup plus complexe et fascinant. D'abord, cette information flash est capturée et encodée temporairement dans une région cérébrale très spécifique, l'hippocampe. Pensez à l'hippocampe comme un centre de tri postal neuronal. C'est une petite structure en forme d'hippocampe marin située profondément dans votre cerveau et son rôle est absolument crucial. Dans l'hippocampe, des groupes spécifiques de neurones s'activent pour représenter ce nouveau concept que vous venez d'apprendre. Ces neurones créent un pattern, une signature électrique unique qui encode l'anatomie du cœur humain. C'est votre première impression mentale de cette information. Mais voici le problème. Cette mémoire initiale est incroyablement fragile. Elle est volatile, comme un fichier non sauvegardé sur un ordinateur. Elle peut facilement disparaître si vous ne faites rien pour la consolider. Alors, comment cette information devient-elle une connaissance solide et durable ? C'est là que le véritable travail commence. À mesure que vous continuez à étudier le cœur, que vous révisez ses différentes composantes, que vous faites des exercices, que vous en discutez avec d'autres étudiants, vous réactivez ce même réseau de neurones dans l'hippocampe. Encore, et encore, et encore. Chaque réactivation déclenche ce que les neuroscientifiques appellent une potentialisation à long terme. En termes plus simples, les connexions synaptiques entre ces neurones se renforcent, les signaux électriques passent plus facilement, les liens deviennent plus robustes. C'est exactement comme un sentier dans une forêt. La première fois que vous le traversez, vous devez vous frayer un chemin à travers les broussailles. C'est difficile, lent, incertain, mais chaque fois que vous empruntez ce même chemin, il devient plus clair, plus défini, plus facile à suivre. Vos neurones fonctionnent de la même manière. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. Progressivement, au fil des jours et des semaines, ces informations commencent à migrer. Elles passent de votre hippocampe vers une autre région de votre cerveau, le néocortex. Le néocortex est la couche externe de votre cerveau. Cette zone plissée qui vous permet de penser de manière complexe, de raisonner, d'analyser. C'est là que vivent vos souvenirs à long terme. Ce transfert de l'hippocampe vers le néocortex s'appelle la consolidation mnésique. Et c'est ce processus qui transforme un souvenir temporaire en connaissance permanente. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce transfert ne se produit pas pendant que vous étudiez activement. Il se produit
pendant vos pauses, pendant vos moments de repos, et surtout pendant que vous dormez. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que vous dormez profondément, que votre corps est immobile et que votre conscience est en veille, votre cerveau est en pleine activité. Il rejoue les expériences de la journée. Il trie les informations importantes des détails insignifiants. Il renforce les connexions neuronales essentielles. Il intègre vos nouvelles connaissances avec tout ce que vous savez déjà. C'est pendant ce travail en coulisses nocturnes que votre cerveau établit des liens entre l'anatomie du cœur que vous avez étudié aujourd'hui et d'autres concepts que vous maîtrisez déjà. Comment mesurer le rythme cardiaque, l'anatomie des poumons, le fonctionnement du système circulatoire. Toutes ces connaissances commencent à former un réseau cohérent, interconnecté, solide. Et ce n'est pas tout. Chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, que vous récupérez cette information de votre mémoire à long terme, vous ne faites pas simplement lire un fichier statique. Non, vous rendez cette mémoire à nouveau malléable, modifiable, vivante. Les neuroscientifiques appellent ce phénomène la reconsolidation. Cela signifie que chaque rappel est une opportunité, une chance de renforcer cette mémoire, de la mettre à jour avec de nouvelles informations, de l'intégrer encore plus profondément dans votre réseau de connaissances, de la rendre plus résistante à l'oubli. Votre cerveau n'est pas un disque dur passif qui stocke de données de manière figée. C'est un système dynamique, constamment en train de se réorganiser, de se recabler, de s'optimiser. Maintenant que vous comprenez ces mécanismes fondamentaux, vous êtes prêt à découvrir pourquoi certaines techniques d'étude exploitent brillamment ces processus naturels, tandis que d'autres les ignorent complètement, gaspillant ainsi votre temps et votre énergie. Voici une scène que vous avez probablement vécue des dizaines de fois. C'est la veille d'un examen important. Vous êtes à votre bureau, entouré de manuels, de notes, de surligneurs multicolores. Vous relisez vos chapitres pour la 3e fois. Vous survolez les passages importants. Vous vous dites « Ah oui, ça je le connais. Ça aussi, je reconnais tout ça. » Vous vous sentez confiant, préparé, prêt. Puis vient le lendemain. Vous ouvrez le sujet d'examen. Et soudain, la panique s'installe. Ces concepts que vous pensiez maîtriser parfaitement hier soir semblent maintenant flous, inaccessibles, comme s'ils étaient enfermés derrière une porte dont vous auriez perdu la clé. Que s'est-il passé ? Vous avez été victime de ce que les psychologues cognitifs appellent l'illusion de compétence, ou l'illusion de maîtrise. Et c'est l'un des pièges les plus dangereux et les plus répandus dans le monde de l'apprentissage. Quand vous relisez vos notes ou vos manuels, l'information est là, visible, sous vos yeux. Votre cerveau la reconnaît. Il se dit « Ah oui, je connais ça !» Cette reconnaissance crée un sentiment de familiarité, de confort, de maîtrise apparente. Mais reconnaissance n'est pas rappel. Reconnaître une information quand elle est devant vous est infiniment plus facile que de la récupérer activement de votre mémoire quand vous n'avez aucun support. C'est la différence entre regarder la solution d'un problème mathématique et être capable de résoudre ce problème vous-même, sans aide. Et dans un examen, dans une présentation, dans une situation professionnelle réelle, personne ne vous donnera les réponses à reconnaître. On attend de vous que vous les produisiez, que vous les génériez, que vous les récupériez activement de votre mémoire. C'est exactement là qu'intervient notre première technique redoutablement efficace, le testing actif, aussi appelé pratique de récupération ou active recall en anglais. Le principe est d'une simplicité trompeuse. Au lieu de relire passivement vos notes, vous vous testez activement sur ce que vous êtes censé savoir. Vous fermez votre manuel et vous essayez de vous souvenir. Vous utilisez des flashcards, vous répondez à des questions, vous récitez les concepts de mémoire, vous faites des quiz. Pourquoi cette approche est-elle si puissante ? Parce qu'elle exploite directement les mécanismes de consolidation mnésique que nous venons d'explorer. Rappelez-vous, chaque fois que vous récupérez activement une information de votre mémoire à long terme, vous réactivez le réseau neuronal qui encode cette information. Cette réactivation renforce les connexions. Elle solidifie la mémoire. Elle la rend plus résistante, plus accessible, plus durable. Le testing actif force littéralement votre cerveau à faire le travail difficile de récupération. Et c'est précisément cet effort, cette difficulté désirable, qui crée un apprentissage profond. Des dizaines d'études scientifiques ont confirmé l'efficacité spectaculaire de cette méthode. Dans une expérience classique, des étudiants ont été divisés en 2 groupes pour apprendre le même matériel. Un groupe a passé tout son temps à étudier et relire.
L'autre groupe a passé la moitié de son temps à s'auto-tester. Résultat, le groupe qui s'est testé a obtenu des scores significativement supérieurs aux examens, avec souvent des différences de plus de 30% dans la rétention à long terme. 30%, ce n'est pas marginal, c'est transformationnel. Mais attendez, il y a mieux. Voici quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Faire des erreurs pendant vos tests d'entraînement est en fait bénéfique pour votre apprentissage à long terme. Je sais, cela semble contre-intuitif. On nous a toujours appris que les erreurs sont mauvaises, qu'elles reflètent un échec, qu'il faut les éviter à tout prix. Mais les neurosciences nous racontent une histoire différente. Lorsque vous essayez désespérément de vous souvenir d'une réponse que vous n'arrivez pas à récupérer, votre cerveau active plusieurs réseaux de connaissances connexes. Il cherche partout, il établit des connexions, il explore différents chemins neuronaux, il mobilise tout ce qui pourrait être lié à cette information manquante. Puis, quand vous découvrez finalement la bonne réponse, qu'elle vous soit révélée ou que vous la retrouviez dans vos notes, votre cerveau ne l'enregistre pas comme une information isolée, elle l'intègre dans tout ce réseau de connaissances que vous venez d'activer pendant votre recherche. Le résultat, cette réponse devient ancrée plus profondément, reliée à plus de concepts, plus facile à récupérer la prochaine fois. Vos erreurs deviennent des opportunités d'apprentissage extraordinairement puissantes. Bien sûr, il y a une limite. Si vous ne connaissez absolument rien sur un sujet, vous tester dessus immédiatement ne sera pas productif. Vous avez besoin d'une base minimale. Mais une fois que vous avez eu une première exposition en matériel, commencer à vous tester très rapidement, même si vous faites encore beaucoup d'erreurs, est une stratégie gagnante. Comment pouvez-vous appliquer concrètement cette technique? Les flashcards sont un outil classique et incroyablement efficace. Écrivez une question sur un côté, la réponse de l'autre. Mélangez-les. Testez-vous régulièrement. Les applications comme Anki ou Quizlet automatisent ce processus et utilisent des algorithmes de répétition espacée pour optimiser vos révisions. Vous pouvez aussi transformer vos notes en questions pendant que vous les prenez. Au lieu d'écrire « le cœur a 4 cavités », écrivez « combien de cavités le cœur a-t-il » Puis, couvrez vos notes et essayez de vous y répondre. Après avoir lu un chapitre, fermez le livre et écrivez un résumé de mémoire. Listez les points principaux, expliquez les concepts clés, sans regarder. C'est difficile au début, mais terriblement efficace. Créez vos propres quiz. Échangez des questions avec vos camarades de classe. Utilisez les questions de fin de chapitre non pas comme de simples exercices optionnels, mais comme votre principal outil d'étude. La règle d'or: passez moins de temps à relire passivement et plus de temps à vous tester activement. Inversez votre approche traditionnelle. Considérez les tests non pas comme des évaluations finales de ce que vous savez, mais comme des outils d'apprentissage en soi. Votre cerveau vous remerciera. Vos résultats le prouveront. Maintenant que vous maîtrisez le pouvoir du testing actif, laissez-moi vous présenter une technique complémentaire qui va multiplier votre efficacité d'apprentissage: l'entrelacement, ou interleaving en anglais. Imaginez que vous préparez un examen de mathématiques qui couvre 3 types de problèmes: équation quadratique, système d'équations linéaires et fonction exponentielle. Quelle est votre approche intuitive? Probablement celle-ci. Vous commencez par faire 20 exercices sur les équations quadratiques jusqu'à ce que vous les maîtrisiez parfaitement. Puis, vous passez au système d'équations linéaires, 20 autres exercices. Ensuite, les fonctions exponentielles. Cette approche s'appelle la pratique en bloc, ou blocked practice. Elle semble logique, organisée, méthodique, et elle procure un sentiment agréable de progression et de maîtrise rapide. Le problème? Elle est remarquablement inefficace pour l'apprentissage à long terme. L'approche alternative, l'entrelacement, consiste à mélanger délibérément ces différents types de problèmes dans votre session d'études. Vous faites un exercice d'équation quadratique, puis un système linéaire, puis une fonction exponentielle, puis retour à une quadratique, puis une exponentielle, et ainsi de suite. Vous alternez constamment entre les différents sujets. Au début, cette méthode semblait chaotique, désorganisée, frustrante. Vous avez l'impression de progresser plus lentement. Chaque fois que vous changez de type de problème, vous devez réactiver un ensemble différent de connaissances, vous réadapter, recommencer le processus de récupération. Mais c'est précisément cet effort supplémentaire qui crée un apprentissage profond et durable. Pourquoi l'entrelacement fonctionne-t-il si bien? Pour la même raison fondamentale que le testing actif, il force votre cerveau à travailler plus dur pour récupérer l'information correcte.
Lorsque vous faites 20 équations quadratiques d'affilée, après les 3 premières, votre cerveau est en mode automatique. Il n'a pas besoin de récupérer activement les règles depuis votre mémoire à long terme. Elles sont déjà chargées dans votre mémoire de travail. Vous les appliquez mécaniquement. Mais quand vous alternez entre différents types de problèmes, votre cerveau doit constamment identifier quel type de problème se présente, récupérer la stratégie appropriée, l'appliquer, puis l'oublier temporairement pour charger une stratégie différente pour le problème suivant. Chaque transition, chaque changement de contexte, chaque récupération est une occasion de renforcer ses voies neuronales, de consolider la mémoire, de rendre les connaissances plus flexibles et plus robustes. De plus, l'entrelacement vous aide à développer des compétences de discrimination plus fines. Quand tous vos problèmes sont du même type, vous n'avez pas besoin de vraiment comprendre ce qui rend une équation quadratique différente d'un système linéaire, vous appliquez juste la formule. Mais quand les problèmes sont mélangés, vous êtes forcé d'analyser chaque situation, d'identifier ses caractéristiques distinctives, de choisir consciemment l'approche appropriée. Cette discrimination active améliore votre compréhension conceptuelle profonde. Des études ont montré que l'entrelacement peut améliorer la performance de 40 à 50% par rapport à la pratique en bloc, particulièrement pour des tâches qui nécessitent de distinguer entre différentes catégories ou stratégies. Comment appliquer concrètement l'entrelacement dans vos études ? Lorsque vous créez vos flashcards, ne les séparez pas par sujet en paquets distincts. Mélangez-les tout ensemble. Une carte sur l'anatomie du cœur, suivie d'une sur la photosynthèse, suivie d'une sur le système nerveux, puis retour au système cardiovasculaire. Quand vous faites des exercices, ne terminez pas tous les problèmes du chapitre 5 avant de passer au chapitre 6. Alternez entre les chapitres. Faites quelques problèmes du 5, quelques-uns du 6, revenez au 5, passez au 7. Si vous apprenez plusieurs langues, ne consacrez pas des jours entiers à une seule langue, alternez-les entre elles dans la même session d'études. Si vous étudiez l'histoire, ne passez pas des semaines sur la Révolution française avant de passer à la Révolution américaine. Étudiez-les en parallèle, en alternance, en comparant leurs similarités et différences. Attention cependant, l'entrelacement n'est pas toujours la meilleure approche pour tout. Lorsque vous découvrez un concept complètement nouveau et complexe pour la première fois, une certaine pratique en bloc peut être nécessaire pour établir une compréhension de base. Mais une fois que vous avez cette fondation, passez rapidement à l'entrelacement. Soyez aussi prêt psychologiquement. L'entrelacement va vous sembler plus difficile et moins satisfaisant au début. C'est normal, c'est même le signe que ça fonctionne. Cette difficulté désirable, comme l'appellent les chercheurs, est exactement ce qui crée un apprentissage durable. Ne vous laissez pas tromper par la facilité trompeuse de la pratique en bloc. Embrassez la difficulté productive de l'entrelacement. Nous arrivons maintenant à la troisième et peut-être la plus contre-intuitive de nos techniques, l'espacement temporel ou spaced repetition. C'est cette technique qui explique les résultats spectaculaires de l'expérience sur les internes en médecine que j'ai mentionné au début. Rappelez-vous, les deux groupes avaient reçu le même contenu, le même temps total d'instruction, les mêmes exercices pratiques. La seule différence, l'un avait tout condensé en une journée intense, tandis que l'autre avait réparti le même apprentissage sur 4 semaines. Le résultat ? Le groupe qui avait espacé son apprentissage a écrasé la compétition. Pourquoi l'espacement temporel est-il si puissant ? Pour comprendre, revenons à nos mécanismes neuronaux. Rappelez-vous que la consolidation mnésique, ce processus qui transforme les souvenirs fragiles en connaissances durables, se produit principalement entre vos sessions d'études, pendant le repos et surtout pendant le sommeil. Votre cerveau a besoin de temps pour faire ce travail de fond, pour trier les informations, pour les intégrer dans votre réseau de connaissances existant, pour renforcer les connexions synaptiques, pour transférer les souvenirs de l'hippocampe vers le néocortex. Quand vous condensez tout votre apprentissage en une seule session marathon, vous ne donnez pas à votre cerveau le temps de faire ce travail crucial. C'est comme essayer de construire un mur de briques sans laisser le ciment sécher entre les couches. Ça ne tient pas. De plus, l'espacement exploite brillamment un phénomène neurologique fascinant. Chaque fois que vous réapprenez quelque chose que vous avez partiellement oublié, vous le réapprenez plus profondément qu'avant. L'oubli partiel suivi d'un réapprentissage crée un ancrage mnésique plus solide qu'un simple renforcement sans oubli intermédiaire. C'est ce qu'on appelle l'effet d'espacement, ou spacing effect, l'un des phénomènes les plus robustes et les plus répliqués dans toute la psychologie cognitive. Il a été démontré dans des centaines d'études, avec tout type de matériel, tous âges de participants, dans tous les domaines d'apprentissage imaginables. Et voici le chiffre clé. L'apprentissage espacé peut améliorer la rétention à long terme de 100 à 400% par rapport au bachotage intensif.
Oui, vous avez bien lu. Pas 10 ou 20%, mais plusieurs fois votre apprentissage. C'est colossal. Pensez-y un instant. Vous pourriez littéralement doubler, tripler, voire quadrupler votre rétention à long terme simplement en réorganisant quand vous étudiez, sans ajouter une seule minute supplémentaire à votre temps d'étude total. C'est l'équivalent de découvrir que vous pouvez obtenir 4 fois plus de résultats avec le même investissement. C'est révolutionnaire. Mais il y a un piège psychologique majeur. Le bachotage intensif crée une illusion de maîtrise à court terme qui est incroyablement séduisante. Imaginez, vous passez 10 heures d'affilée à étudier la veille d'un examen. Le lendemain matin, tout est frais dans votre mémoire. Vous passez l'examen, vous réussissez peut-être même très bien. Vous vous sentez victorieux. Votre stratégie semble avoir fonctionné. Mais attendez 2 semaines, ou 1 mois, ou 3 mois. Maintenant, essayez de vous souvenir de ce que vous avez appris. La majorité de ces connaissances a disparu, évaporé, comme si vous n'aviez jamais étudié. C'est ce que les étudiants en médecine appellent étudier pour l'examen versus étudier pour devenir médecin. Dans le premier cas, vous optimisez pour la performance immédiate. Dans le second, vous optimisez pour la compétence durable. Et devinez quelle approche compte vraiment quand vous devez sauver une vie dans une salle d'urgence 5 ans après avoir appris la technique. L'espacement temporel optimise pour la rétention durable. Il sacrifie la facilité à court terme pour la maîtrise à long terme. Et c'est exactement ce que vous voulez. Comment appliquer concrètement l'espacement temporel? Voici le principe de base. Au lieu d'étudier un sujet pendant des heures dans une seule session, divisez ce temps en sessions plus courtes, réparties sur plusieurs jours ou semaines. Par exemple, au lieu d'étudier la biologie pendant 6 heures le dimanche, étudiez 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi, 1 heure le vendredi, 1 heure le lundi suivant, 1 heure le jeudi suivant et une dernière heure la semaine d'après. Même temps total, résultat incomparablement meilleur. La question devient alors, quel est l'espacement optimal? La recherche suggère que l'intervalle idéal entre les sessions d'études dépend de combien de temps vous voulez retenir l'information. Si vous voulez retenir quelque chose pour 1 semaine, espacez vos révisions d'1 jour ou 2. Si vous voulez retenir pour 1 mois, espacez de quelques jours à 1 semaine. Si vous voulez retenir pour des années, commencez avec des espacements courts puis augmentez progressivement. 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois et ainsi de suite. C'est le principe de la répétition espacée avec intervalles croissants. C'est exactement ce que font des applications comme Anki. Elles calculent automatiquement le moment optimal pour vous représenter chaque flashcard basé sur votre historique de mémorisation. Mais vous n'avez pas besoin de logiciels sophistiqués pour bénéficier de l'espacement. Vous avez juste besoin d'un calendrier et un peu de discipline. Voici une stratégie simple et pratique. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau un lundi, révisez-le le mercredi, 2 jours plus tard, puis le lundi suivant, 5 jours plus tard, puis 2 semaines après, puis 1 mois après. Chaque révision doit être relativement brève. Vous n'avez pas besoin de tout réapprendre depuis le zéro, juste de réactiver la mémoire, de la tester, de combler les lacunes que vous découvrez. L'espacement fonctionne particulièrement bien combiné au testing actif. Au lieu de simplement relire vos notes à intervalles espacés, testez-vous activement à ces intervalles. C'est la combinaison ultime. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent « Mais j'ai un examen dans 3 jours, je n'ai pas le luxe d'espacer mon apprentissage sur des semaines ». C'est un problème réel, et il souligne l'importance de commencer tôt. Si vous attendez la dernière semaine, vous n'avez plus le choix. Vous devez bachoter. Et oui, ça peut vous aider à passer l'examen, mais vous allez tout oublier rapidement après. La vraie solution est de changer fondamentalement votre approche. Ne commencez pas à étudier 1 semaine avant l'examen. Commencez dès le premier jour du semestre. Étudiez un peu chaque semaine. Espacez naturellement votre apprentissage sur toute la durée du cours. Cette approche a un autre avantage majeur. Elle réduit considérablement le stress. Quand vous espacez votre apprentissage, vous n'avez jamais à paniquer la veille d'un examen parce que vous avez déjà construit progressivement votre maîtrise sur des semaines. C'est moins dramatique, moins intense, mais infiniment plus efficace et plus sain. Revenons maintenant à nos internes en chirurgie. Le groupe qui a condensé tout son apprentissage dans une journée a probablement ressenti une progression rapide pendant cette journée intensive. Les gestes devenaient plus fluides, la procédure commençait à se familiariser. À la fin de la journée, ils avaient le sentiment d'avoir beaucoup accompli. Mais leur cerveau n'avait pas eu le temps de consolider profondément ses compétences. Les connexions neuronales étaient encore fragiles. Les souvenirs procéduraux n'avaient pas été transférés efficacement vers les zones du cerveau responsables du stockage à long terme. Le groupe qui a espacé son apprentissage, en revanche, a vécu une expérience différente. Après leur première session, ils sont rentrés chez eux. Ils ont dormi. Pendant leur sommeil, leur cerveau a rejoué les gestes qu'ils avaient pratiqués, renforçant les circuits neuronaux impliqués.
Quelques jours plus tard, lors de leur deuxième session, ils ont dû réactiver ces souvenirs qui avaient commencé à s'étanter. Cet effort de récupération a renforcé encore plus les connexions. Après chaque session suivie d'une période de repos, leur maîtrise s'approfondissait, non seulement par l'accumulation de pratiques, mais par le travail de consolidation que leur cerveau faisait entre les sessions. Après 4 semaines de ce processus, leurs compétences étaient ancrées à un niveau de profondeur, presque instinctif. Leurs mains savaient ce qu'il fallait faire, leur mémoire procédurale était solide, durable, riable. C'est exactement le type de maîtrise dont vous avez besoin quand une vie dépend de votre capacité à vous souvenir. Nous avons parcouru un voyage fascinant à travers les mécanismes de l'apprentissage et de la mémoire. Nous avons exploré les coulisses neurobiologiques de votre cerveau. Nous avons découvert 3 techniques puissantes, validées scientifiquement, qui peuvent transformer radicalement votre efficacité d'apprentissage. Faisons maintenant une synthèse pratique. Comment pouvez-vous intégrer concrètement ces 3 techniques dans votre vie quotidienne, que vous soyez étudiant, professionnel en formation continue ou simplement quelqu'un qui aime apprendre? Commençons par le testing actif. La prochaine fois que vous étudiez, résistez à la tentation de simplement relire vos notes encore et encore. Fermez votre manuel après une première lecture, sortez une feuille blanche. Écrivez tout ce dont vous vous souvenez sur le sujet. Faites-le sans tricher, sans regarder. Vous allez probablement découvrir des gros béants dans votre compréhension. Des concepts que vous pensiez maîtriser, mais que vous ne pouvez pas expliquer clairement. Des détails qui ont déjà disparu de votre mémoire. Parfait. C'est exactement ce que vous devez savoir. Ces lacunes sont précieuses. Elles vous disent où concentrer vos efforts. Retournez à votre matériel d'étude uniquement pour combler ces lacunes spécifiques. Puis, testez-vous à nouveau. Créez des flashcards pour les informations factuelles. Questions et réponses. Termes et définitions. Problèmes et solutions. Utilisez une application comme Enki si vous voulez automatiser le processus ou simplement des cartes physiques si vous préférez le tangible. L'important n'est pas l'outil, c'est le principe. Forcez-vous à récupérer activement l'information plutôt que de la reconnaître passivement. Ensuite, l'entrelacement. Quand vous créez votre plan d'études pour la semaine, résistez à l'envie de bloquer de grandes périodes pour un seul sujet. Lundi soir, 3 heures de mathématiques. Mardi soir, 3 heures d'histoire. Au lieu de cela, mélangez. Lundi soir, 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, 1 heure de biologie. Alternez entre différents types de problèmes mathématiques dans la même session. Intercalez différentes périodes historiques. Variez les sujets biologiques. Oui, ce sera moins confortable. Oui, vous aurez l'impression de progresser plus lentement. Mais rappelez-vous, cette difficulté est productive. Elle est le signe que votre cerveau travaille dur. Et c'est exactement ce travail qui crée un apprentissage durable. Quand vous révisez avec vos flashcards, ne les triez pas en paquets séparés par sujet. Mélangez tout ensemble. Forcez votre cerveau à identifier à quelle catégorie appartient chaque question avant d'y répondre. Enfin, l'espacement temporel. C'est peut-être la technique qui demande le plus de discipline et de planification. Mais c'est aussi celle qui produit les gains les plus spectaculaires. Arrêtez de penser à l'étude comme quelque chose que vous faites intensément juste avant un examen. Commencez à penser à l'apprentissage comme un processus continu, distribué dans le temps. Dès que vous apprenez quelque chose de nouveau en classe, notez dans votre calendrier quand vous allez le réviser. Pas dans un mois juste avant l'examen, mais dans 2 jours, puis dans 5 jours, puis dans 2 semaines. Ces sessions de révision peuvent être très courtes. 15 minutes suffit souvent pour réactiver une mémoire et la renforcer. Mais ces 15 minutes espacées valent beaucoup plus que des heures de bachetage intensif. Utilisez les week-ends non pas pour des marathons d'études, mais pour réviser à intervalles espacés ce que vous avez appris au cours des semaines précédentes. Réactivez les anciennes connaissances pendant que vous construisez les nouvelles. Si vous utilisez des flashcards avec un système de répétition espacé, respectez le calendrier que l'algorithme vous propose. Ne cédez pas à la tentation de réviser toutes vos cartes tous les jours. Laissez l'espacement faire son travail. Maintenant, combinons ces 3 techniques pour créer un système d'apprentissage optimal. Voici à quoi pourrait ressembler une semaine d'études idéale. Lundi, vous assistez à un cours de biologie sur le système cardiovasculaire. Le soir, vous ne relisez pas simplement vos notes. Vous les transformez en questions de test, vous créez des flashcards, vous vous testez sur ce que vous vous rappelez du cours sans regarder vos notes. Mercredi, vous révisez votre cours de lundi. Mais vous n'étudiez pas seulement de la biologie. Vous alternez.
15 minutes de biologie, testing actif sur le système cardiovasculaire, 15 minutes de mathématiques, problèmes mélangés de différents chapitres, 15 minutes d'histoire, révision espacée de ce que vous avez appris il y a 2 semaines. Vendredi, nouvelle révision du cours de lundi, maintenant espacée de 4 jours. La mémoire a commencé à s'effondrer, donc la récupération demande plus d'efforts, ce qui la rend plus forte. Entre-temps, vous avez aussi assisté à de nouveaux cours que vous traitez de la même manière. Lundi suivant, vous révisez à nouveau le système cardiovasculaire, maintenant espacé d'1 semaine. Vous constatez que vous vous en souvenez beaucoup mieux qu'après votre première exposition. Les connexions neuronales se sont solidifiées. Cette approche demande de la discipline initiale. Il faut surmonter des années d'habitudes d'études différentes. Il faut accepter que le progrès semble parfois plus lent et plus difficile. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Les étudiants qui adoptent ces méthodes constatent des améliorations spectaculaires non seulement dans leurs notes, mais aussi dans leur compréhension profonde, leur capacité à appliquer leurs connaissances dans de nouveaux contextes et leur rétention à long terme. Ils passent souvent moins de temps total à étudier, mais de manière beaucoup plus efficace. Ils ressentent moins de stress parce qu'ils n'ont plus besoin de sessions de bachotage paniquées. Ils développent une confiance authentique dans leur maîtrise parce qu'ils ont construit leurs connaissances solidement, pierre par pierre, au fil du temps. Et surtout, ils apprennent vraiment, pas seulement pour l'examen, mais pour la vie. Ils construisent une expertise durable qui les servira dans leur carrière et dans leur vie personnelle. Revenons une dernière fois au docteur Sarah Chen dans cette salle d'urgence face à ce patient dont la vie est entre ses mains. Dans ce moment critique, tout dépend de sa capacité à se souvenir, à récupérer instantanément les connaissances qu'elle a acquises des mois plus tôt, à exécuter une procédure complexe avec précision et confiance. Et elle y parvient. Ses mains mouvent avec assurance. La suture est parfaite. L'hémorragie est contrôlée. Le patient est stabilisé. Une vie est sauvée. Pourquoi a-t-elle réussi là où d'autres auraient pu échouer ? Pas parce qu'elle est plus intelligente, pas parce qu'elle a étudié plus d'heures, mais parce qu'elle a appris différemment, parce qu'elle a utilisé des méthodes qui respectent et exploitent la manière dont son cerveau fonctionne naturellement. Vous n'êtes peut-être pas chirurgien. Vous n'aurez peut-être jamais à sauver une vie dans une salle d'opération. Mais chacun d'entre nous fait face à ses propres moments critiques où nos connaissances sont testées. Pour l'avocat qui doit se souvenir instantanément d'un précédent juridique crucial pendant un procès, pour l'ingénieur qui doit diagnostiquer rapidement un problème technique complexe, pour l'entrepreneur qui doit mobiliser des années de connaissances accumulées pour prendre une décision stratégique en quelques minutes, pour l'étudiant qui veut non seulement passer ses examens, mais construire une base de connaissances solide qui soutiendra toute sa carrière future. La capacité d'apprendre efficacement n'est pas un luxe. C'est une compétence fondamentale dans notre monde moderne où les connaissances évoluent rapidement et où l'apprentissage continu est devenu une nécessité professionnelle. Pensez à tout ce que vous voulez apprendre au cours de votre vie. Une nouvelle langue, un instrument de musique, des compétences professionnelles, des connaissances scientifiques, des compétences créatives. Maintenant, imaginez que vous pouviez apprendre tout cela 2 fois plus vite ou avec une rétention 2 fois meilleure simplement en changeant votre méthode d'étude. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la science tout court. Les 3 techniques que nous avons explorées aujourd'hui, le testing actif, l'entrelacement et l'espacement temporel, sont parmi les découvertes les plus solidement établies de toute la psychologie cognitive. Elles ont été testées sur des milliers de participants, dans des dizaines de pays, avec tout type de matériel d'apprentissage. Les résultats sont cohérents, répliqués, indéniables. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles s'alignent avec la biologie fondamentale de votre cerveau. Elles respectent les processus de consolidation mnésique, elles exploitent la plasticité neuronale. Elles transforment l'oubli temporaire d'un problème en une opportunité de renforcement. Mais savoir que ces techniques existent ne suffit pas. Il faut les appliquer, il faut changer vos habitudes, il faut surmonter l'inertie de ce que vous avez toujours fait. Je ne vais pas vous mentir, ce ne serait pas facile au début. Vous allez ressentir de la résistance. Vos anciennes méthodes sont confortables, familières, rassurantes. Le testing actif sera inconfortable. L'entrelacement semblera chaotique. L'espacement demandera de la discipline. Mais je vous promets ceci, si vous persistez, si vous donnez à ces méthodes une chance honnête pendant quelques semaines, vous verrez des résultats qui vous convaincront de ne jamais revenir en arrière. Vous commencerez à noter que les informations restent dans votre mémoire plus longtemps, que vous pouvez les récupérer plus facilement, que votre compréhension est plus profonde,
que vous pouvez appliquer vos connaissances dans de nouveaux contextes avec plus de flexibilité. Et progressivement, l'apprentissage passera de quelque chose de frustrant et difficile à quelque chose de gratifiant et puissant. Alors, voici mon défi pour vous aujourd'hui. Choisissez une chose que vous devez apprendre actuellement, un seul sujet, un seul domaine, et engagez-vous à appliquer ces 3 techniques pendant les 2 prochaines semaines. Créez des flashcards et testez-vous activement au lieu de relire passivement. Mélangez différents sujets dans vos sessions d'études au lieu de les bloquer. Espacez vos révisions sur plusieurs jours au lieu de tout concentrer en une seule session. Observez ce qui se passe. Notez la différence dans votre rétention, votre compréhension, votre confiance. Partagez vos résultats dans les commentaires, dites-moi ce qui a fonctionné pour vous, quels défis vous avez rencontrés, comment ces techniques ont transformé votre expérience d'apprentissage. Car voici la vérité finale que je veux partager avec vous. L'apprentissage efficace n'est pas un talent inné. Ce n'est pas quelque chose que certaines personnes ont et d'autres non. C'est une compétence qui s'apprend, une compétence qui s'améliore avec la pratique, une compétence que vous pouvez maîtriser si vous êtes prêt à changer votre approche. Votre cerveau est une machine d'apprentissage extraordinaire. 86 milliards de neurones, des billions de connexions synaptiques, une plasticité qui persiste tout au long de votre vie, une capacité de stockage qui dépasse celle de n'importe quel ordinateur existant. Tout ce potentiel est déjà là, dans votre tête, attendant d'être exploité correctement. Maintenant, vous savez comment. Vous connaissez les mécanismes neurologiques derrière l'apprentissage et la mémoire. Vous comprenez pourquoi certaines méthodes fonctionnent brillamment pendant que d'autres échouent. Vous avez 3 techniques concrètes, scientifiquement validées, que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement. La seule question qui reste est, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Allez-vous retourner à vos anciennes habitudes, confortables mais inefficaces? Ou allez-vous saisir cette opportunité de transformer radicalement votre capacité d'apprentissage? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, quelque part, en ce moment même, il y a un étudiant qui applique ces techniques, qui construit méthodiquement une expertise solide, qui se prépare pour les moments critiques où ses connaissances feront vraiment la différence. Ce pourrait être vous. Alors, commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisissez un sujet, créez votre première série de flashcards, planifiez vos sessions d'études espacées, mélangez vos matières et observez comment votre cerveau remarquable transforme ses efforts en maîtrise durable. L'apprentissage efficace n'est pas un secret réservé à une élite, c'est un ensemble de principes scientifiques accessibles à tous. Vous venez de les découvrir. Maintenant, à vous de jouer. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu basé sur la science qui peut transformer votre vie. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui étudient, qui apprennent, qui veulent améliorer leurs compétences. Car la connaissance, comme le savoir apprendre, se multiplie quand elle est partagée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer d'autres secrets fascinants de votre cerveau et de votre potentiel. D'ici là, continuez à apprendre. Mais maintenant, apprenez intelligemment.